Écoute. Bonjour, 30e et dernier podcast de la saison. Nous avons un peu raccourci la saison du fait du Covid-19, mais nous avons quand même fait 30 podcasts et nous terminons sur le pétrole avec Emmanuel H, qui est directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions énergétiques. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Est-ce que l'on peut dire que c'est la fin du pétrole et que le Covid-19 a fait une autre victime, peut-être plus inattendue, le pétrole? Alors oui, effectivement, le coronavirus a fait une victime indirecte lors de son épidémie avec un marché pétrolier qui a connu des mouvements de prix assez importants durant la période mars-juin de 2020 avec donc un prix du pétrole en fait qui s'est effondré à moins de $20 pour le prix du pétrole Brent, notamment en raison des mesures de confinement et notamment en raison de la très forte baisse de la demande sur le transport, une baisse de près de 20% de la demande mondiale sur cette période. Quelle est la part du transport dans la consommation annuelle de pétrole? Alors la part du transport, elle est très très importante dans l'économie pétrolière. Le transport, que ça soit le transport aérien, le transport routier ou le transport particulier, ça représente la part la plus importante en fait sur les marchés. Et les transports, eux, sont dépendants à près de 97% en fait du pétrole. Donc on a une véritable dépendance en fait du transport au pétrole, et bien évidemment lorsque celui-ci s'effondre, on a un effondrement des cours du pétrole. Et le transport consomme quelle partie de la production annuelle de pétrole? Alors le transport, on est à plus de 60% en fait du pétrole qui est consommé dans le monde. Oui, donc effectivement, quand le monde s'arrête, quand on ne peut plus se déplacer ni à l'intérieur de ses frontières, règle du 1 puis du 100 km et fermeture des frontières, il y a moins de pétrole qui est consommé. Tout à fait. Alors, quelles sont les répercussions? On a eu une baisse vraiment très importante des prix. On a même vu cet épisode qui a frappé les imaginations et les esprits sur le fait que le producteur payait pour qu'on prenne son pétrole. Alors ça, c'est un épisode assez intéressant qui s'est passé au mois d'avril, en plein cœur de la crise. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça s'est passé sur une qualité de pétrole, le West Texas Intermediate, c'est-à-dire ce qu'on appelle le WTI, aux États-Unis, sur un contrat financier, et c'était la date de clôture de ce contrat, et tout simplement les acteurs en fait devaient à tout prix en fait se débarrasser de leur contrat financier ce jour-là, et donc ils étaient prêts en fait à payer pour qu'on puisse prendre leur pétrole tout simplement. Alors les prix ont atteint en fait des prix négatifs à moins $38 le baril. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même assez anecdotique au regard en fait de tout ce qui s'est passé sur le marché, notamment sur l'autre qualité de pétrole qui est le Brent, qui a connu une baisse assez importante sur la période, mais qui n'a pas connu un effondrement avec des prix négatifs, où les prix du Brent en fait à leur plus bas se sont situés autour de 15-20 $ le baril. Donc là, ces prix négatifs relèvent plus de l'anecdote et du spectaculaire que du structurel. Tout à fait. Bon. Mais quand même, 15 à 20 $ le baril, au maximum, on était à 140, 150 il y a quelques années. En 2008, on a atteint 148 $ le baril pendant l'été. 20 $, oui. Alors ce qu'il faut voir, c'est la séquence de prix sur l'année 2020. On avait commencé l'année 2020 avec des prix qui étaient autour de 60, 65 $ le baril en moyenne. On a connu des prix à autour de 20 $ le baril en moyenne pendant la crise du coronavirus. Et là, à l'heure actuelle, on a quand même des prix qui ont quasiment doublé entre avril et juin 2020, avec des prix qui se situent autour de 40 $ le baril actuellement. Et selon vous, l'activité reprend peu à peu, les frontières se réouvrent. Est-ce que l'on va de nouveau connaître une tendance haussière? Finalement, depuis le début du siècle, on est habitué à des effets yo-yo
sur le prix du pétrole. Alors bien évidemment, c'est une industrie qui est extrêmement cyclique et qui dépend de deux facteurs. Déjà bien évidemment la demande. Alors est-ce qu'on va connaître en fait une augmentation marquée des prix du pétrole? Alors je dirais que d'un point de vue économique, on a des éléments qui nous font croire que à court terme, on devrait quand même avoir une hausse des prix modérée, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes économiques. Les derniers chiffres de l'OCDE estiment que la récession en 2020 sera la pire en temps de paix, c'est-à-dire autour de moins 6% du PIB mondial. On estime même que s'il y a une deuxième vague, on aurait une baisse de 7,5% du PIB mondial. Donc d'un point de vue économique, la demande, certes, elle est repartie. On a déjà une demande en carburant ou en jet pour les avions en fait qui a commencé à augmenter, mais les grandes institutions, notamment l'Agence internationale de l'énergie, elle estime aujourd'hui que il devrait y avoir une baisse en fait de 8 millions de barils cette année et que l'année prochaine on devrait avoir une hausse d'environ 6 millions de barils. C'est-à-dire que en 2021, on serait encore à un niveau inférieur de 2 millions à ce que l'on avait en 2019 avant la crise du coronavirus. Et c'est léger parce que la production annuelle c'est 100 millions de barils. Alors c'était 100 millions de barils en 2019 et donc là on serait autour de 98 millions de barils en fait à la fin 2021. Et donc la grande question c'est est-ce qu'on a atteint finalement un pic de demande avec la fin de l'année 2019 et la crise du coronavirus. Ça c'est une vraie question. Et puis sur cette crise du Covid-19 est venu se greffer un bras de fer dans un premier temps entre la Russie et l'Arabie Saoudite et puis ensuite entre ces deux pays et les États-Unis. Alors complètement. Qui sont les trois premiers producteurs de pétrole. Alors ce sont les trois. On parle souvent de triumvirat lorsqu'on parle du marché pétrolier, avec notamment donc le premier producteur mondial, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui produisent alors entre on va dire 11 ou 12 millions de barils, 13 pour certaines années. On a effectivement une séquence géopolitique assez intéressante qui a commencé au mois de mars avec le 6 mars la volonté en fait de l'OPEP+. Alors l'OPEP+, c'est les 13 pays de l'OPEP plus les 10 pays non OPEP, dont notamment le plus important, c'est-à-dire la Russie, l'Arabie Saoudite a proposé un accord à cette coalition, cette coopération qui existe depuis 2016, et la Russie a refusé le 6 mars dernier en fait de participer à une nouvelle réduction de la production, ce qui a déclenché de la part de l'Arabie Saoudite une guerre des prix, et ce qui a provoqué bien évidemment l'effondrement des prix du pétrole. La deuxième séquence se situe au début du mois d'avril, le 12 avril plus particulièrement, où là on a ces deux pays, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et la Russie en fait, qui se sont entendus, et notamment avec tous les autres pays de l'OPEP+, pour mettre en place une réduction de la demande mondiale de près de 10 millions de barils jour, c'est-à-dire 9,7 millions de barils jour, une diminution qui n'avait jamais été anticipée et qui est la plus importante réalisée par l'OPEP, qui existe depuis 1960. Donc c'est véritablement un événement extraordinaire, cette baisse de 10 millions de barils jour. Alors est-ce qu'elle va être suffisante pour calmer les marchés jusqu'à la fin de l'année? Là encore une fois, le facteur de demande il va être très très important dans ce contexte. Qui souffre le plus de la réduction des prix, l'Arabie Saoudite ou la Russie? Parce que les deux quand même dépendent plus que largement des recettes d'exportation pétrolière pour faire tourner leurs machines. Alors on a oublié un troisième candidat aussi pour celui qui souffrira le plus, ce sont les États-Unis. Des trois pays, le pays qui souffre le plus
au premier abord, c'est les États-Unis, tout simplement parce que les coûts de production du pétrole non conventionnel aux États-Unis est beaucoup plus élevé que les coûts de production, russes ou saoudiens, qui sont eux plus sur du pétrole conventionnel. Après, Mais là, pour les États-Unis, ça compte bien sûr sur le nombre d'ouvriers qui travaillent dans le pétrole, mais ça, pour le PIB américain, la part du pétrole est nettement moins importante que pour l'Arabie Saoudite et la Russie. Alors c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Après, ce qu'il faut voir, c'est quand même, on a déjà, et ça, on n'assiste pas à ce type de conséquences ni en Russie ni en Arabie Saoudite. C'est qu'on a déjà une vingtaine de compagnies pétrolières américaines, en fait, qui ont fait faillite sur le sol américain. Donc c'est quand même important d'un point de vue, j'allais dire, de la structure de l'industrie pétrolière américaine. Et puis rappelons-le, on est dans une année électorale, donc c'est quand même assez important, en fait, pour certains bastions électoraux des candidats à la présidence américaine. Après, entre l'Arabie Saoudite et la Russie, la Russie, au mois de mars, sa position s'est basée sur le fait que, en fait, son budget était fondé sur un prix du pétrole entre 38 et 42 $ le baril. Donc on peut très bas, c'est très pessimiste. Oui, c'est très pessimiste, mais généralement, en fait, la position russe sur les marchés pétroliers est de fonder son budget sur des prix qui sont plutôt moyens, tout simplement parce que déjà il y a quand même une peur, en fait, la Russie connaît bien la fragilité du marché pétrolier, et la Russie n'est pas aussi avancée, j'allais dire, dans un plan de diversification tel que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite souffre beaucoup, tout simplement parce qu'elle a mis en place un plan qui s'appelle le plan Vision 2030, qui doit permettre de diversifier le pays. Et surtout, l'Arabie Saoudite, elle a quand même mis en bourse une partie de Saudi Aramco, à la fin de l'année 2019. Et le problème, c'est que plus les prix du pétrole sont bas, plus la valorisation boursière de Saudi Aramco est basse, et ce qui n'arrange absolument pas le pouvoir saoudien, notamment dans sa tentative de diversification de son économie. Est-ce qu'il y a d'autres pays, et je pense notamment à l'Algérie, au Nigeria, qui sont atteints, et on parlera peut-être après des pays qui sont encore plus durement touchés, comme l'Iran et le Venezuela. Le Nigeria, l'Algérie, deux géants pétroliers qui ont déjà des difficultés politiques et économiques, ont-ils été durement frappés par cette baisse des prix? Alors eux, ces pays sont effectivement extrêmement frappés, tout simplement parce que ce sont des pays qui, alors notamment, je pense au Nigeria, qui sont très très peu diversifiés, et pour continuer sur le Nigeria, qui sont en plus extrêmement peuplés, et donc l'effondrement des prix du pétrole et l'effondrement surtout de la croissance mondiale risque d'être un choc majeur, en fait, pour cette économie, et bien évidemment également pour l'Algérie, dont les marchés, notamment énergétiques, sont la première source de revenus budgétaires. Après, pour les autres grands pays, notamment le Venezuela ou l'Iran ou la Libye, ce sont les problématiques de prix que l'on observe à l'heure actuelle. Ce sont des problématiques qui vont exacerber ce que l'on observait déjà d'un point de vue national, c'est-à-dire pour l'État vénézuélien une déliquescence, en fait, de l'État. Hein. On estime que PDVSA, la compagnie nationale vénézuélienne, à l'heure actuelle, a des revenus qui sont au plus bas de son histoire, avec une déliquescence de l'appareil productif. En Iran, on a en plus la problématique géopolitique. Et donc, pour l'ensemble des pays producteurs, mais bien évidemment pour les plus fragiles, à la fois politiquement et économiquement, le retournement sur le marché des prix du pétrole est une catastrophe. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus, si on a une aggravation de la crise économique mondiale, ces pays pourraient connaître la plus grande crise de l'histoire. Et pour ces derniers, il y a très très peu, en fait, de mesures budgétaires qui ont été prises à l'heure actuelle, que ça soit notamment en Afrique du Nord ou dans les pays dont on vient de parler. Et donc, les filets de sécurité que l'on a en Europe ou que l'on a dans de nombreux pays, notamment comme la France, n'existent pas dans ces pays. Donc, ça sera purement une catastrophe en termes de développement. Alors, si les pays exportateurs souffrent, est-ce que les pays importateurs, eux, ont le sourire? Je pense notamment à l'Inde et à la Chine, qui sont parmi les plus grands importateurs de pétrole. Est-ce que cette baisse des prix est quelque chose qui vient à leur avantage?
Alors, on pourrait penser que effectivement, c'est ce qu'on dit généralement, hein, lorsque les prix du pétrole sont bas, ça permet de relancer la croissance économique. Mais s'ils sont bas, tout simplement parce qu'il y a un effondrement de la demande, c'est extrêmement plus compliqué de relancer la machine. Alors, à court terme, on peut imaginer effectivement que pour la Chine qui est le premier importateur mondial de pétrole, qui est le deuxième consommateur mondial, ça va permettre de relancer peut-être un petit peu la machine économique, mais pour tout vous dire, le principal problème de la Chine, ça sera pas tant les prix du pétrole que ses marchés extérieurs, où elle va avoir besoin d'une demande extérieure pour pouvoir exporter ses produits. Ce que vous voulez dire, c'est que les raisons qui conduisent à la baisse du pétrole conduisent aussi à une baisse des exportations de la Chine. Ben, malheureusement, dans un environnement récessif, même si les prix du pétrole sont bas, ces prix du pétrole étant dus en fait à la baisse de la demande mondiale, que ça soit la demande mondiale en exportation ou la demande mondiale en pétrole, ils ont une faculté de rebond qui est limitée, j'allais dire à court terme. Ce qu'il faut, certes pour ces pays-là, ça leur a peut-être permis notamment de remplir leurs réserves stratégiques. Ça peut être très très important. Mais pour l'instant, on n'a pas encore un rebond de ces économies grâce à la faiblesse des prix du pétrole. Puis, comme il faut rappeler, quand même, les prix du pétrole sont revenus à des niveaux qui sont autour de $40 le baril. Donc, c'est pas non plus des niveaux qui sont excessivement bas. Hein. On n'est pas au niveau de la crise asiatique de 97-98 où les prix du pétrole flirtaient avec les $6 le baril. Alors, du coup, si les prix remontent, ça remet en selle l'industrie américaine qui, de nouveau, redevient compétitive? Alors, avec un certain laps de temps, c'est-à-dire que on a déjà observé ce phénomène entre 2014 et 2016, hein, c'est-à-dire que vous avez un mouvement de destruction-création d'entreprises aux États-Unis. Là, on est dans la phase de restructuration. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est notamment un mouvement de fusion-acquisition, hein, c'est-à-dire que des producteurs moyens qui souffrent un peu moins en fait de la crise pétrolière vont racheter les plus petits, et donc on va avoir un rebond. Le département américain à l'énergie estimait que l'année prochaine, la production américaine pourrait déjà rebondir d'environ 1 million de barils jour, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un retour de la production américaine sur le marché. Alors on parle beaucoup de l'après-pétrole. Est-ce que le pétrole a un avenir? Est-ce que le fait de passer au vert va condamner, pour des raisons à la fois environnementales et en même temps économiques, est-ce que la fin du pétrole est programmée? Alors, c'est une question très très structurelle, donc et très intéressante. La fin du pétrole, même dans les scénarios de transition énergétique que l'on a notamment par les grandes compagnies pétrolières ou j'allais dire tous les scénarios qui essayent de voir quel sera le mix énergétique dans les années qui viennent, le pétrole ne disparaît pas. On dit généralement en fait qu'on va avoir besoin de toutes les énergies, tout simplement parce qu'il y a encore une addiction du pétrole au transport, et tant qu'on aura des parcs automobiles qui sont des parcs avec des véhicules thermiques, on n'aura pas un mouvement massif. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une substitution. Pour l'instant, le pétrole, il est très peu substitué, notamment à la fois dans l'aéronautique et dans le transport. Et si vous regardez, il y a quelque chose qui est très intéressant et que je dis souvent. Hein. Si on regarde on compare l'année 1973, c'est-à-dire avant le premier choc pétrolier, et l'année 2019. En 1973, le pétrole représentait plus de 50% de la consommation primaire d'énergie. Aujourd'hui, il représente que 33%. Donc on pourrait se dire, effectivement, on est en transition énergétique, la part du pétrole dans le mix énergétique mondial a baissé. Sauf qu'entre 1973 et 2019, le volume de pétrole, il a doublé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, on n'est toujours pas on fait de la substitution relative, mais on est plutôt à continuer à empiler en fait de la demande énergétique. Et donc dans cet empilement, pour l'instant, on a toujours besoin de pétrole comme on a besoin de gaz ou de charbon, tout simplement parce qu'il y a des usages qui sont captifs pour le pétrole, et notamment le transport nécessitera encore pendant de très très longues années en fait du pétrole, tout simplement parce que pour l'instant, les efforts qui sont faits dans la transition énergétique et notamment dans la substitution dans le secteur transport sont encore trop faibles. Alors, il y a eu aussi un élément important, c'est que la Chine a ouvert un marché du pétrole en yuan
pour finalement ne pas être prisé du dollar. Est-ce que on sait que pour l'instant les échanges, le marché pétrolier est un marché en dollars. Est-ce qu'il y a une perspective de dédollariser l'économie du pétrole comme objectif stratégique pour sortir de la dépendance du dollar, notamment par rapport à deux pays qui le réclament, la Chine et la Russie? Alors, c'est effectivement un signal faible très très intéressant. Alors, le contrat en yuan, il a été lancé objectivement en 2018, mais il n'a pas connu une très forte attractivité. Et à l'heure actuelle, on sent les autorités chinoises très promptes à essayer de favoriser ce contrat à la bourse de Shanghai. Et donc, effectivement, la volonté de la Chine, c'est tout simplement d'aller concurrencer sur les marchés financiers de matières premières et notamment les marchés financiers du pétrole, les États-Unis et l'Europe, parce que pour l'instant en fait vous avez deux grandes places, enfin il y en a trois plus exactement. Il y a le New York Mercantile Exchange qui va coter les qualités de pétrole. Vous avez l'Intercontinental Exchange à Londres. Vous avez le Dubai Mercantile Exchange qui se trouve bien évidemment à Dubaï. Et puis à Shanghai, cette volonté chinoise, oui, elle s'explique tout simplement par deux choses. Premièrement, la Chine, c'est le premier importateur mondial et donc la Chine ne veut plus subir en fait la volatilité des prix du dollar sur ses importations, et c'est une bonne manière, j'allais dire, de limiter les variations. Deuxièmement, la Chine, elle veut aussi s'affirmer comme puissance normalisatrice, c'est-à-dire que oui, avoir son propre contrat dans sa monnaie nationale, c'est aussi la possibilité pour Pékin de montrer à la fois aux Européens et aux Américains quel est l'acteur majeur sur les marchés pétroliers et qu'il faut compter sur elle. Est-ce que la Russie, pourquoi la Russie ne vend pas son pétrole dans une monnaie autre que le dollar? Alors, tout simplement parce que il y a une question d'internationalisation de la monnaie. Il y a aussi la question des sanctions à la fois américaines et européennes, et tout simplement parce que les clients ne veulent pas acheter en fait dans la monnaie russe, le rouble, qui est très volatile. Donc le dollar est quand même appelé à rester le maître du pétrole, la monnaie reine des échanges sur le pétrole. Alors, on va dire à court terme, oui. À moyen terme, on sent quand même la volonté chinoise à travers notamment l'objectif de la Belt and Road Initiative, c'est-à-dire des routes de la soie, de yuaniser progressivement le monde. Bon, c'est un objectif à moyen long terme, tout simplement parce que pour l'instant, les transactions internationales en yuan ne représentent qu'une partie, on va dire, infime du commerce international. Merci Emmanuel H pour ce tour d'horizon du pétrole. Donc on termine cette saison de Comprendre le monde, de nos podcasts. Nous les reprendrons à la rentrée. Merci à vous. Merci.